C'est bon. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Ravi d'être là avec vous pour cette session Comment construire son écosystème data sur Google Cloud. Tout d'abord, pour nous présenter rapidement, alors Thomas ici présent est notre CTO chez Devoteam Cloud. Et moi-même, je suis pre-sales spécialiste data. Ça fait près de 2 ans que je suis nos clients sur diverses problématiques autour de la mise en place de data platform, la mise en valeur de la data de manière générale sur des organisations de tout secteur d'activité. Thomas, de son côté, accompagne nos clients depuis près de 10 ans sur l'implémentation de leur projet cloud. Donc, il a pu couvrir nombre de problématiques et actuellement, il a une connaissance assez exhaustive des services GCP et des cas d'usage qu'on peut rencontrer. Merci Armand, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette session. Donc on va en profiter pour parler data, essayer de revenir sur les problématiques, les questions qu'on rencontre chez nos clients, les solutions qu'on a pu aussi apporter, et ce sera l'occasion aussi de revoir globalement l'écosystème Google Cloud. Qu'est-ce que Google Cloud peut nous apporter sur les questions de la data, et en particulièrement revenir aussi sur les dernières innovations, les dernières annonces qui sont particulièrement intéressantes pour nous. Tout à fait. Toi, Thomas, qui est sur GCP depuis les débuts maintenant, qu'est-ce que tu constates de différent par rapport à ces dernières années ? Déjà, un premier point, on constate qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises ont au minimum initié leur transition vers le cloud, pour plein de raisons, pour plein de facteurs, des besoins d'innovation, d'accélération, d'agilité. Il y a aussi bien sûr le facteur de la crise sanitaire qui a beaucoup joué là-dedans, aussi bien sur les sujets digital workplace. Ça fait vraiment l'avènement des plateformes collaboratives. D'un côté, on a accéléré les déploiements de ces solutions pour s'adapter aux nouvelles manières de travailler. On a aussi les éditeurs qui ont énormément innové pour développer ces solutions-là. Et puis d'un autre côté, ça nous a demandé aussi à tous de nous adapter potentiellement aux nouvelles manières d'interagir avec nos collaborateurs, avec nos clients, avec nos partenaires. Donc il y a vraiment une accélération de cette transition vers le cloud. Deuxième point, je dirais de manière beaucoup plus large, communément d'un point de vue de l'industrie, on a beaucoup gagné en maturité très vite sur ces sujets cloud. Juste avant, là je disais, beaucoup d'entreprises, la plupart ont initié cette transition. En réalité, il y en a beaucoup qui ont déjà largement franchi ce pas, qui ont passé le cap de l'adoption, voire qui sont nés dans le cloud. Et donc on a beaucoup avancé sur ces questionnements-là. Et des questions qui pouvaient être au début très technologiques, aujourd'hui transitionnent de plus en plus vers des questions qui sont très liées à l'humain, à l'organisation même de l'entreprise, sur des questions d'acculturation, de compétences, de modèles opérationnels par exemple. Et tout ça, ça se traduit aussi très bien dans la data, data gouvernance, data stratégie, data culture par exemple. Oui, et en effet, donc le premier défi d'une organisation, ça va être de créer les instances qui vont prendre à bras-le-corps le sujet data et le traduire en nouveaux modèles opérationnels, qu'il s'agisse du recueil des besoins métiers, à la définition d'une roadmap, en passant par la constitution d'équipes expertes sur chacun des volets de la chaîne de valeur, infrastructure, plateforme, connecteurs, transformation, exposition et produits. La data, c'est un sujet qui existe depuis longtemps, ce n'est pas un concept nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la forte dose d'innovation qui est requise dans les nouveaux projets, la variété des solutions aussi, qui est mise à disposition aux entreprises via un écosystème toujours croissant d'éditeurs technologiques et de sociétés de services. Oui, complètement. Et puis par rapport à ce que je disais tout à l'heure aussi, il y a un troisième point qu'on voit par rapport à ce que tu touches, c'est quand on dit big data, aujourd'hui on a plus cette notion peut-être un peu futuriste qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Aujourd'hui on est clairement tous dedans, que ce soit pour des questions de volumétrie. Si pas de la volumétrie, c'est de la diversité, c'est de la vélocité des données. On a tous énormément de données, on est tous conscients qu'il y a un potentiel à aller chercher, il y a de la valeur à créer à partir de ces données. Après la question que tu as commencé à toucher, c'est effectivement comment on fait, comment on démarre. Peut-être que tu as quelques exemples, toi, à nous donner de transformation organisationnelle pour porter ces sujets-là. Tout à fait. Donc, la transformation du modèle organisationnel, c'est la partie qui est actuellement la moins tangible au sens technique. Pourtant, c'est la première qui est nécessaire dans le cadre d'une réorganisation de la stratégie autour de la data. Donc, dans un premier temps, c'est un sujet qui est transversal, qui va concerner et alimenter toutes les divisions de l'entreprise. Il s'agit de créer une instance directrice, premièrement, qui va chapeauter les initiatives et prioriser les chantiers. À minima, il faudra une cellule qui va être capable d'aller interroger les métiers sur leurs besoins, comprendre ceci, établir des cahiers des charges fonctionnels, avant de soumettre ces besoins à évaluation, autant sur l'intérêt business, donc
et ROI principalement, mais aussi sur la faisabilité technique. Et donc chez Devoteam, nous avons créé une instance baptisée Value Accelerator Data, qui rassemble toutes les expertises du groupe autour de la data. Et on a défini 3 niveaux d'intervention principaux. Data Strategy, Data for Business et Data Foundation. De quoi on parle concrètement? Data Strategy, c'est le moment où les organisations ont besoin d'être guidées dans leur choix organisationnel. Il s'agit de mettre en mouvement l'entreprise sur le chemin de la transformation data, qu'il s'agisse de définir quel processus décisionnel on va adopter en interne, de l'articulation avec l'IT, tout le legacy existant, le data ownership, la partie product ownership aussi qui est importante. Dans un deuxième temps, en suite logique, on a la partie data for business. Il s'agit d'aller cette fois-ci aborder les métiers directement. C'est pour des organisations qui ont déjà entamé leur transition, je dirais, mais qui cherchent un accompagnement pour dégager la valeur de la data et équiper les métiers avec des outils adéquats. Alors, il s'agit d'avoir des Inside BI, mais aussi des sujets d'activation média, de Customer Data Platform. Et enfin, le troisième volet, je dirais qui est le volet le plus classique, c'est le besoin d'expertise spécifique sur les technologies pour construire et déployer les plateformes. Concrètement, il s'agit là, sans trop insister sur la partie purement technico-technique, de trouver des partenaires qui ont cette expertise sur ces technologies-là pour pouvoir accompagner dans la durée nos clients. Et enfin, au niveau groupe, on pourrait actuellement synthétiser tout ça en disant qu'on couvre les expertises sur tout type d'éditeurs technologiques. On a 800 consultants, 100% data sur toutes les dimensions de notre offre, stratégie, business et foundation. C'est une équipe qui est en forte croissance et on met un accent très fort sur la partie formation et certification parce qu'on travaille main dans la main avec nos partenaires. Ok, et du coup, comment nous, Devoteam G-Cloud, on répond à ces questions, on accompagne nos clients? Est-ce qu'on a une méthode type standard qu'on est capable d'appliquer rapidement? Alors, tu fais bien de le demander. Non, on n'a pas de solution clé en main, enfin, on n'a pas de solution universelle pour répondre à ces problématiques-là. Seulement, selon la vélocité requise, on a des moyens de réponse rapide qu'on a développés au fil des années et en accumulant de l'expérience sur un grand nombre de projets. Par exemple, le modèle Data Factory qu'on a mis en place avec succès chez un certain nombre de clients. C'est grosso modo une task force d'experts GCP qui va travailler en interne chez le client sur la base d'une répartition en squad. Vous donner un exemple d'organisation avec 2 squads qui montre qu'on est capable, via cette organisation-là, de scaler et d'ajuster en fonction de la demande des métiers. Ça permet aussi d'ajuster en fonction des budgets, délais, priorités stratégiques de nos clients. Cette Data Factory comprend généralement des compétences assez transversales, qu'il s'agisse de design architecture sur GCP, soutenu en général par une équipe plus large de data engineer, BI engineer, data vis experts, data scientists, des experts UX UI aussi, des développeurs front-end, et enfin des compétences plus fonctionnelles de type business analyst et product owner. C'est une organisation qui se veut apte à produire et déployer du use case de façon industrialisée, avec une vraie vision produit. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi de pérenniser les infrastructures qu'on va déployer, en maximisant tout ce qui va être templating, versionning, en pensant modularité et scalabilité avant tout, et aussi d'aborder, dans un deuxième temps, l'adoption des outils en interne, la formation, le transfert de savoir et de compétences, tout ce qui va être documentation et maintenance en production, bien sûr. Ok, effectivement, dans ce que tu présentes, ces modèles-là, c'est des modèles qu'on retrouve beaucoup chez une grande partie de nos clients qu'on accompagne typiquement sur ces sujets data. Ça permet globalement de se doter vraiment d'une cellule d'expertise qui va être en capacité de manière très agile, développer et fournir des solutions et de la valeur de par la data aux équipes métiers. C'est d'autant plus vrai dans des entreprises d'une certaine taille où l'IT et la data ont une place importante de l'organisation. Mais tout le monde n'en est pas là non plus, non plus aujourd'hui. Je pense qu'on a beaucoup de clients qui viennent par exemple de Workspace. Il y en a qui dans cette transition vers le cloud en sont encore aussi au démarrage, à se poser des questions de où aller, quel provider choisir, par quoi démarrer.
les questions qu'on a beaucoup ne sont pas tant finalement pourquoi Google Cloud sur la data par rapport à un autre provider, mais plutôt, on va dire, comment y aller, par où démarrer. C'est vrai que Google en soi est souvent même très présent dans les organisations, ne serait-ce que soit par Workspace, soit par des services comme Google Ads, YouTube, Google Analytics aussi, typiquement, qui sont des énormes sources de données générées et qui sont déjà là, en quelque sorte. Mais voilà, le comment y aller, comment faire les premiers pas, quels sont les chantiers à mener et à prioriser, c'est vraiment aussi là le cœur des questionnements qu'on va avoir sur ces premiers pas. Tout à fait. Et aussi, on touche là une limite qui est celle des éditeurs de grande taille, pour laquelle lancer un processus de POC demande un temps d'implémentation qui généralement se compte en mois, voire en quarters. Donc malgré cette volonté de démarrer rapidement dans le cloud, se trouve la difficulté de mettre en place les premiers projets dans le temps suffisant pour convaincre la direction, les métiers, sans même parler des investissements minimum requis. Ouais, alors c'est vrai que dans ces sujets-là, on passe beaucoup de temps à échanger à comprendre le contexte de l'entreprise. Il y a un contexte métier qui est important, un contexte technologique et surtout une organisation qui finalement a un rôle assez clé dans les choix d'architecture, de design, de modèle opérationnel qu'on va mettre en place pour la plateforme cloud, pour la plateforme data. Donc c'est des éléments effectivement qui demandent un certain temps, une certaine compréhension. Néanmoins, de par les différents projets, les différentes expériences qu'on mène sur ces sujets-là, on peut quand même en ressortir des apprentissages, voire émerger des patterns, des bonnes pratiques, ce genre de choses. Et donc tout ça, c'est des choses qu'on va capitaliser au travers de ce que nous, Devoteam G-Cloud, on appelle des accélérateurs. Donc c'est globalement un package d'un côté méthodologique et aussi des assets techniques qui vont nous permettre de rapidement définir notre plan d'action, comment on priorise les chantiers, quelles sont les bonnes questions à se poser, quelles sont les bonnes pratiques. Et ensuite, je parlais d'assets techniques aussi qui permettent de ne pas repartir de zéro en termes de pure build et de rapidement accélérer sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a dans ces fameux accélérateurs, là on peut voir sur la map tous les petites pastilles rouges, ça représente des accélérateurs. Il y en a pas mal qui ont ce terme fondation, qui est un élément assez majeur aussi quand on adopte une nouvelle plateforme au sens large. Pour nous, ça a beaucoup de sens dans le cloud, dans la data. On parle de Data Foundation, Cloud Foundation, Kubernetes Foundation, par exemple. Une des erreurs qu'on voit beaucoup se produire, c'est essentiellement dans ces premières phases où on cherche à prouver de la valeur, c'est d'aller trop vite sur le premier cas d'usage. On va développer ce cas d'usage pour un métier. Souvent, ça peut être des projets qui mènent à un succès. Globalement, le projet est réussi. Mais le focus sur la valeur finale du cas d'usage fait que ça va être très difficile en l'état à généraliser, à reproduire, à industrialiser, parce qu'on n'a pas construit le socle sous-jacent qui va nous permettre de mettre en place globalement ce modèle d'industrialisation. Donc tous ces accélérateurs fondations, ils sont vraiment là pour ça, pour mettre en place le socle initial technologique, organisationnel, sécurité, automatisation. Tout ça, c'est des sujets qui vont nous permettre de construire vraiment ces bases-là, les fondations, pour après accueillir les cas d'usage de manière beaucoup plus industrielle et standardisée dans l'entreprise. Très bien. Écoute, ça me tombe très bien sur le papier. Mais concrètement, disons que je suis une organisation qui a des envies, qui voit les avantages du cloud. Par contre, je ne sais pas par quel bout commencer. Il me reste énormément de chemin à parcourir. J'ai une très large dette technique, pas de ressources ou d'expertise suffisante. Disons que si je partais d'une page blanche, cette approche-là me conviendrait parfaitement. Mais il se trouve que je pars d'un existant. Et au-delà du technico-technique, ce que je cherche à résoudre, c'est des problématiques complexes. Donc il semble que la résolution dépend très souvent du technique. Alors comment Google peut m'aider là-dessus et de quel service ai-je besoin concrètement ? Je te propose qu'on fasse un petit tour d'horizon de la plateforme cloud et aussi qu'on fasse globalement le cheminement de où on part et comment on arrive à ces constructions-là. Je vais te prendre la zapette. Globalement, ce qu'on disait juste avant, cette partie data, on est dedans. On est dans le big data. On sait qu'aujourd'hui, il y a ces questions de volume, diversité, hétérogénéité, et on sait surtout, ce qui est évident, c'est que demain, il y en aura encore plus. Plus de volume, plus de données, plus de systèmes, etc. Et donc, le sujet en soi de la data, c'est comment est-ce que j'exploite cette donnée pour en tirer une nouvelle valeur pour l'entreprise. Et cette valeur-là, elle est dans les équipes métiers, les core business de l'entreprise, qui, de par cette donnée-là, vont créer des nouveaux produits, des nouvelles approches, prendre des meilleures décisions
pour globalement, alors soit directement ou indirectement, générer un nouveau revenu, mais aussi d'autres projets, par exemple, positifs pour l'entreprise, impact social, par exemple. Donc il y a vraiment là le cœur du sujet. Et donc dans un monde idéal, les équipes métiers ont libre accès à cette donnée-là et aussi sont en pleine capacité de les exploiter. En réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Si on regarde d'un point de vue un peu plus technique ce qui se passe, cette hétérogénéité des données, ça fait qu'on a quelque chose qui ressemble à ça. On a d'un côté plein de systèmes qui génèrent de la donnée. Ça peut être des clients, des partenaires, des employés. On parlait d'analytics, des capteurs, tout un tas de systèmes, des terminaux par exemple. Et ensuite des systèmes qui vont stocker cette donnée. Et là, on voit que ça peut être très vite, très disparate. On retrouve plein de choses ici, ça peut être des bases de données, ça peut être des choses bien plus simples comme des boîtes mail par exemple, des choses comme ça. Et apparaissent ces fameux silos dont on parle beaucoup quand on parle de data. Comment est-ce qu'on casse ces silos-là? Mais globalement, c'est ça qui se passe, et là on est dans un petit focus. En réalité, c'est d'autant plus large, et ça continue de s'étendre, de grandir. Donc ça crée vraiment une barrière technologique, globalement, entre les équipes métiers et on va dire le potentiel de valeur qu'on a dans ces données-là. Donc qu'est-ce qui se passe si on ne fait rien, si on ne l'adresse pas? Globalement, est-ce que la boîte arrête de marcher ou arrête d'innover? En soi, pas vraiment. Ce qui se passe, c'est quelque chose qu'on connaît tous globalement dans un petit peu toutes les entreprises. La donnée, en quelque sorte, trouve sa voie, trouve son chemin, et on se met en place globalement des pratiques, comme je disais, qu'on connaît tous, où j'ai quelques, par exemple, power users qui vont avoir accès peut-être à telle ou telle source de données, et vont se mettre à partager de l'information sur base de fichiers Excel, de Google Sheet, par exemple. Et ça va créer comme ça des cheminements de données très dispersés. Là, j'ai quelques exemples. Un power user qui a accès à cette source de données, qui est capable de l'exporter, qui va se dire, moi, hop, j'ai plutôt une bonne idée. Un moyen facile de la mettre à disposition de mes métiers, c'est de faire par exemple un dashboard. Je leur mets à disposition un dashboard, peut-être Data Studio par exemple. Donc plutôt une bonne chose en soi. Un deuxième user, lui qui n'a pas forcément cette connaissance, cette capacité à aller chercher de la donnée, mais qui connaît par exemple un collègue qui peut le faire, fameux power user, donc il va lui demander régulièrement de générer ses exports, qui va faire un peu sa popote, nettoyage de données, une des grandes, on va dire, puissance, intérêt de ces outils-là, type Excel, Google Sheet, c'est qu'en soi, ça donne la possibilité à tout le monde de finalement accéder à ce traitement de données, à manipuler la donnée, et ça leur donne finalement ce pouvoir, cette capacité pure self-service. Et c'est pour ça que ça s'étend très rapidement dès lors que la problématique n'est pas adressée par l'entreprise même. Oui, c'est une question de contrôle et de gouvernance. Voilà, et puis on retrouve encore pas mal de patterns, des partages de fichiers, des versions, de la donnée qui se disperse. J'ai un premier là-haut par exemple qui se dit on est aujourd'hui dans un monde collaboratif, je vais mettre ça sur Google Sheet, je le partage à mon équipe, ce sera vachement mieux, on va se le partager en temps réel, collaborer dessus, mais on voit déjà quelques problèmes qui émergent de ça. Là typiquement j'en ai un à droite, un utilisateur métier qui a accès en soi à une même donnée d'une même source, mais d'un côté sur un dashboard, dans un fichier, sans trop savoir d'où vient cette donnée, qu'est-ce qui a été fait dessus, pourquoi je n'ai pas exactement la même valeur. Et très rapidement, on peut aussi avoir des systèmes qui deviennent vite très intégrés dans même les process de l'entreprise, qui vont se construire sur ces flux-là, et ça peut devenir vite problématique. On va toucher des choses très, très proches de ce qu'on touche quand on parle par exemple des problématiques du shadow IT ou ces genres de choses-là. Voilà, puis j'ai un dernier petit personnage en bas, lui, qui est aveugle à tout ça, qui n'a aucune idée de ni la donnée qui est disponible, où est-ce qu'elle se trouve, qu'est-ce qui se passe. Et un vrai problème aussi de discovery. Donc voilà, il y a un côté, on va dire, positif qu'on pourrait voir à ça. On disait, non, ça continue à tourner, la donnée trouve son chemin, finalement, on cherche, on fait comme on peut, on se débrouille avec les outils qu'on a à notre disposition. Mais, comme je disais, beaucoup de problématiques qui vont découler de ça. Les questions, on a dit, de discovery, les questions de qualité de données. J'ai plusieurs données qui sont à ma disposition, je n'arrive pas à savoir est-ce que je peux avoir confiance, qu'est-ce qui a été fait dessus, d'où elles viennent, comment je retrace l'origine de telle ou telle donnée. Il y a une question claire de sécurité aussi. Comment, quand j'ai de la donnée aussi dispersée, j'ai une main à contrôle sur qui a accès à quelle donnée, soit au sein de mon entreprise, mais potentiellement à l'extérieur. On peut très facilement avoir des fuites de données dans ce genre de scénario. Comment j'audite tout ça, c'est très, très vite très compliqué. Et puis il y a une question de coût aussi qui est assez importante, qui est
Alors on peut voir beaucoup de coûts indirects à ce type de scénario, mais il y a un coût aussi humain très fort, des interactions, souvent asynchrones, de j'ai besoin de telle information, de telle donnée. Chacun va faire ses propres transformations, ses propres consolidations, etc. Donc ça vaut le coup quand même de se pencher sur le sujet, sur la problématique. Voilà, donc typiquement ce qui se passe, et tout à l'heure tu le décrivais un peu dans ces termes, tu as parlé de data factory, de data platform, c'est globalement des patterns qu'on voit beaucoup émerger. L'idée c'est globalement d'avoir une équipe qui porte une expertise data, qui va récupérer toutes les données de l'entreprise dans une plateforme centralisée pour les mettre à disposition globalement au travers des métiers, au métier au travers d'interfaces qui sont clairement identifiées, clairement documentées. Et dans un monde idéal, les métiers ont maintenant le plein pouvoir pour globalement utiliser cette donnée-là. Et voilà, ça reprend globalement de manière très fonctionnelle ce qu'on essaye, la manière dont on adresse généralement ces problématiques-là. Et ce qu'on voit, c'est que la mise en place de cette data platform est énormément simplifiée par rapport à ce qu'on pouvait avoir avant via des services qui sont relativement bien connus. Oui, c'est ça. Là, l'idée, c'est qu'on va zoomer un petit peu dans cette plateforme, voir globalement ce qui se passe, quels services on va mettre derrière. Mais typiquement, là, d'un point de vue très haut niveau, ce qu'on retrouve dans Google Cloud au cœur de ces data platforms, c'est les deux services qu'on a, la Cloud Storage, pour tout ce qui va être stockage objet, données non structurées, données brutes, export aussi, exposition de données, et BigQuery, qui est vraiment le cœur aujourd'hui des systèmes data, en tout cas d'un point de vue analytique, data warehouse, quoi. Oui, effectivement, c'est ce qu'on voit, c'est que sur la couverture de services de GCP, qui regroupe à peu près 200 services, nous, dans nos cas d'usage, on retrouve assez souvent les mêmes. Oui, c'est ça. En tout cas, on va dire un cœur qui est souvent très similaire, et ensuite un écosystème qui se construit autour, et qu'on va parcourir juste là d'ailleurs, qui dépend beaucoup de facteurs, mais qui globalement, en fonction de notre contexte, nos contraintes techniques, nos contraintes métiers, font plus certains services seront plus adaptés que d'autres pour alimenter globalement cette data platform. Mais si on zoome un petit peu dedans, globalement à quoi ça ressemble, pareil de manière très haut niveau, aujourd'hui on a une approche très ce qu'on appelle ELT, je vais prendre la donnée brute là où elle est, je vais la récupérer telle qu'elle, et ça c'est le cloud aussi qui nous permet ça. J'ai une capacité de stockage peu coûteuse et quasiment infinie, je garde ma donnée brute, et ensuite cette donnée, elle va passer un certain nombre d'étapes de transformation pour arriver à un état modélisé qui est globalement un état exploitable par les métiers. C'est de la donnée que je vais pouvoir mettre à disposition des métiers pour qu'ils puissent commencer à travailler dessus. Donc voilà, de manière très schématique, il y a plein de sous-modèles qu'on peut mettre en place, mais qui découlent de ça. Et si on regarde chaque brique, ce qu'on voit ici, à gauche, on a cette problématique de l'ingestion. Comment je récupère, je rapatrie ma donnée. Et donc pour ça, on peut, via Google Cloud, faire beaucoup de choses de manière complètement custom. On a tous les outils à disposition pour soi-même développer des choses très, très précisément et très performantes. Il y a aussi beaucoup d'outils qui sont là pour me faciliter la vie, justement pour accélérer ces problématiques-là, pour des problématiques typiques de rapatrier de la donnée depuis, par exemple, des object stores sur d'autres cloud providers, des tables qui seraient dans des systèmes externes, type par exemple Teradata avec le Data Transfer Service, par exemple, qui va de manière complètement managée rapatrier la donnée dans BigQuery. Des systèmes comme DataStream qui va faire de la change data capture, donc répliquer automatiquement de la donnée entre des bases par exemple Oracle et le cloud. Donc tous ces systèmes qui vont nativement m'enlever toute la complexité technique qui est liée à cette ingestion de données. Et on a aussi des partenaires qui font ça de manière encore plus managée, encore plus serverless, comme par exemple DataPrep, qui lui en plus rajoute un côté très préparation, comme dit le nom, qui donne la capacité à transformer, manipuler un peu cette donnée, sans avoir besoin de quelconque compétences techniques. Et puis Fivetron qu'on retrouve aussi beaucoup aujourd'hui dans les architectures, parce que tout simplement, rapatrier une donnée depuis un système externe vers le cloud, c'est une question de setup, mais ce n'est pas un sujet que moi j'ai envie d'adresser avec mes équipes techniquement parlant. Donc on voit que même sur un sujet relativement commun comme la problématique d'ingestion de données, on a un grand nombre de services à disposition pour différents niveaux d'expertise technique et de maturité. Oui, exactement. En fonction de
à qui on s'adresse, niveau de maturité de l'organisation, mais aussi la capacité à faire d'une organisation, en fonction de ses purs besoins techniques. Certaines sources de données, par exemple, vont être adressées par certains services. Si je schématise, par exemple, si j'ai une organisation qui ne dispose pas d'une IT composée de data engineers, quel service puis-je utiliser par exemple parmi ceux-là? Si on regarde, si on enlève complètement cette composante IT, des outils par exemple comme alors Fivetran peuvent être très bien, très rapides à mettre en place, mais va me ramener de la donnée très brute. Un outil très self-service pour ça serait la DataPrep, qui permet globalement, presque comme ce que je ferais aujourd'hui dans mon tableur, de le faire, mais à l'échelle, vers un service 100% managé, qui serait d'une source de données vers une table BigQuery, par exemple. D'accord. Donc pas besoin d'être un expert technique pour pouvoir ingérer de la donnée aujourd'hui dans mon data lake ou data warehouse sur GCP. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça c'est une première étape d'ingestion. Je vais récupérer ma donnée brute, là où elle est, je la récupère dans ma data platform. Et ensuite, cette fameuse étape de transformation, comment je rends cette donnée modélisée pour la mettre à disposition des métiers. Donc là, pareil, encore une fois, différents services qui vont dépendre globalement de ses besoins techniques, aussi d'où on vient, quelles compétences j'ai, quels sont mes systèmes existants legacy, qu'est-ce que j'ai pu déjà développer. On a par exemple ici un service comme Dataflow, qui est un service natif serverless dans GCP qui est super parce qu'il sait gérer du streaming, il est complètement autoscalable, etc. Mais ça demande une certaine compétence, je ne vais pas dire spécifique Google Cloud, mais parce qu'on est sur un écosystème open source avec Apache Beam, mais typiquement on va plus retrouver des compétences, par exemple Spark, dans des entreprises qui ont déjà fait ce pas de créer 1-2 itérations de data platform. Et dans ce cas-là, des services comme Dataproc seraient un peu plus adaptés, tout simplement parce que je vais pouvoir récupérer un existant, je ne suis pas obligé de repartir de zéro. Il y a eu énormément d'innovations là autour de Dataproc récemment, spécifiquement autour du serverless, autour de Spark, qui fait qu'aujourd'hui on est capable de faire tourner, d'orchestrer des jobs Spark dans Google Cloud sans avoir même plus de questions de cluster à se poser à tout moment, sur de la donnée brute, non structurée, sur de la donnée structurée. Et donc, là où on veut dire, il y a quelques temps, l'utilisation de Spark dans Google Cloud était plutôt réservée à ces contextes où je venais d'un écosystème existant et je ne voulais pas recréer globalement tous mes flux, tous mes jobs de transformation. Là, aujourd'hui, ça devient vraiment un acteur central dans Google Cloud. Et puis BigQuery, tout simplement, parce que quand on est déjà sur de la donnée SQL, de la donnée structurée, orchestrer ces transformations par du SQL, c'est quand même une des choses les plus simples à faire en termes de compétences, de maintenabilité. Et donc, il y a pour ça des systèmes d'orchestration qui vont faire ça très bien pour nous, soit intégrés à Google Cloud, soit des systèmes aussi partenaires, comme par exemple Dataform, DBT. Ici, dans la picture, j'ai mis un framework qui s'appelle Flix, qui est un framework interne d'Evoteam G-Cloud, donc qui est basé sur Airflow. Une particularité d'Evoteam, développé en interne. Exactement, tout à fait. Donc c'est basé sur des composants open source, essentiellement sur du Airflow, et ça vient amener une couche globalement une standardisation sur la manière de développer, automatiser, déployer des pipelines de transformation de data, avec une approche très DevOps à tout ça. Avec une composante d'anonymisation, il me semble aussi. Ouais, c'est une des valeurs du service, au-delà de son aspect et portable open source et la capacité, en plus de la technologie, à apporter un modèle opérationnel très centré DevOps. Ça embarque des fonctionnalités typiquement d'anonymisation de données qui ne sont pas évidentes à adresser dans ces pipelines de transformation typiquement. Et qui sont de plus en plus prégnantes avec les réglementations actuelles sur la GDPR. Tout à fait, exactement. C'est un nouveau challenge pour les entreprises d'être capable non seulement de récupérer la donnée, mais aussi de garantir la confidentialité, obfusquer tout ce qui va être données personnelles, etc. Exactement. Ouais, donc ça, c'est typiquement une des valeurs fortes de ce framework-là. C'est comment intégrer ce process-là, pas uniquement en entrée ou en sortie de la data platform, mais tout au long de la chaîne de transformation de la donnée. Voilà, et si j'avance un peu, la fin de cette étape, j'ai ma donnée modélisée et j'arrive à l'exposition. Donc l'exposition, je ne suis pas encore sur
sur la valeur même, sur le cas d'usage de comment j'exploite la donnée. Ici, c'est comment est-ce que je rends cette donnée disponible, encore une fois, au métier. J'ai beau avoir fait tout ce travail de collecte, de transformation de ma donnée, si elle n'est pas ni connue, ni visible, ni accessible, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, elle est là pour ça. Donc là, il y a 2 services qui travaillent on va dire conjointement. Data Catalog, qui va permettre de tout simplement d'écrire, cataloguer, rendre disponible sa donnée, donc Trade Discovery, et Looker. Alors Looker, souvent on l'identifie quand on dit Looker, essentiellement pour sa partie data vise, dashboard. C'est pour ça que je faisais un petit focus dessus, parce que Looker, essentiellement le cœur du système, c'est ce qu'on appelle cette couche sémantique, qui est la brique bleue là qu'on a au milieu, qui est globalement une manière d'exposer cette donnée de manière gouvernée. Ça agit globalement comme, on va dire, comme un proxy, comme ce qu'on pourrait faire avec de l'API management pour exposer des services. C'est ça que fait la couche sémantique de Looker pour ma donnée. Et donc, Looker est avant tout, on va dire, un service d'exposition qui va servir à l'exposition de la donnée et qui va permettre ensuite ce côté self-service de par les différentes équipes qui vont la consommer. Donc, soit toujours au sein de Looker par de la visualisation des dashboards, mais aussi par plein d'autres biais, que ce soit par exemple, on voit ici Google Workspace avec Connected Sheets. Comment je conserve cette capacité et les connaissances et l'agilité que j'ai sur Google Sheets, mais en y intégrant la capacité, la performance de BigQuery, etc. Connected Sheets, c'est un super outil pour ça. Mon outil de travail, c'est globalement mon tableur, mais globalement, derrière, je m'appuie sur un moteur de stockage, de traitement qui est BigQuery dans le cloud. Oui, c'est une des initiatives du dernier Data Cloud Summit où Google a annoncé ce rapprochement entre Looker, Data Studio et Connected Sheets. Oui, exactement. Pour faciliter les workflows entre des utilisateurs métiers qui vont être très tableurs et la partie data warehousing qui va être un petit peu, qui jusqu'à maintenant était un peu un black box, mais actuellement qui s'ouvre un petit peu plus avec cette couche sémantique. Oui, c'est ça, oui. Et dans les annonces aussi récemment, il y a un aspect, un côté ouverture qui est aussi très important. La couche de sémantique de Looker, c'est pas pour servir du Looker ou du Google Cloud. Aujourd'hui, c'est un écosystème de solutions de BI, Tableau, Power BI. Qui s'intègre, oui, même avec d'autres solutions. Qui peuvent directement consommer des modèles exposés par Looker. Encore une fois, là, c'est vraiment une couche de je rends visible et disponible de la donnée de manière modélisée pour une certaine audience, pour certains métiers. Et je crois que Looker aussi répond à une question de gestion des droits et silotage des données. Ça permet d'imposer cette gouvernance forte qui fait que, comme tu le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas juste d'exposer la donnée à tout le monde de manière uniforme, mais de définir des droits et des droits d'accès et de modification sur cette donnée-là. Oui, exactement. Faut imaginer que tout le travail qu'on a fait avant de collecter, transformer la donnée, etc., à la fin, j'ai une valeur qui est assez intéressante, qui est ma donnée modélisée, mes objets métiers, dans typiquement des tables BigQuery, dans des buckets Cloud Storage. Ça reste des composants techniques. Je peux demander à mes équipes métiers d'aller envoyer des requêtes sur telle table. Ça reste un échange technique. Alors que si j'ai cette couche d'exposition en amont, la fameuse couche sémantique, je vais masquer, abstraire toute cette technique sous-jacente pour juste vraiment exposer des modèles avec des métriques métiers, des dimensions, des choses précalculées potentiellement, agrégées, globalement tous les systèmes sous-jacents qu'il pourrait y avoir. Et donc d'un point de vue utilisateur-consommateur de la donnée, j'ai en quelque sorte pas un catalogue des bases de données de l'entreprise, un catalogue des modèles de l'entreprise que je peux consommer via Looker, via Data Studio, via Connected Sheets, via Power BI potentiellement. Donc vraiment, il tient une place importante dans cette stack complète de data. Voilà, donc là on est allé jusqu'à l'exposition, j'ai la donnée qui est exposée, comme on disait on n'a pas créé la valeur encore, qu'est-ce que Google Cloud peut faire aussi là-dessus. Donc on a commencé à toucher au premier niveau, la couche sémantique, je peux consommer, explorer la donnée, la rendre visible, la visualiser, au travers, soit de manière très gouvernée au travers de Looker, soit en mode beaucoup plus self-service au travers de Connected Sheets et Data Studio, mais aussi via d'autres solutions tierces qui vont très bien s'intégrer
soit maintenant, soit dans le futur, à cette couche sémantique de Looker. Et ensuite, un autre aspect de la valorisation de la donnée dont on a beaucoup besoin aujourd'hui, c'est tout ce que peut nous apporter Vertex AI, qui est vraiment une plateforme de data intelligence, qui est globalement une collection d'outils qui va nous permettre de gérer tout le cycle d'analyse, traitement, travail de la donnée, essentiellement pour de l'IA et du machine learning. Et on va retrouver toute une collection d'outils qui s'adressent, même chose, à différents types de populations, soit en mode très prêt à l'emploi, au travers d'API prêtes à l'usage, soit à travers, de l'autre côté, des systèmes qui vont me permettre d'orchestrer toute une chaîne de traitement automatisé, d'entraînement de modèles, de publication de modèles en production, etc. Donc autant pour industrialiser des modèles de machine learning à l'échelle de l'organisation, qui sont déjà équipés d'une équipe de data scientists, mais aussi pour des apprentis data scientists, disons, qui ont envie d'utiliser du machine learning dans des cas d'application simples, via des solutions comme AutoML Tables, par exemple. Voilà, complètement. Et je dirais même la partie apprenti data scientist, on pourrait même la retirer. Ce n'est pas forcément un cas général, mais aujourd'hui, de par tout ce mouvement et toute cette valeur que prend la data, les équipes métiers intègrent, alors pas forcément d'un point de vue technique, mais en tout cas cette compréhension du domaine de la data qui est manipulée. Et typiquement des outils comme AutoML pourraient presque être manipulables tels quels par des non-data scientists. Voilà, c'est ça, ouais. Par certains types de profils. Voilà, et donc là on arrive au bout de la chaîne de globalement qu'est-ce que ça veut dire, comment j'adresse la problématique qu'on avait au début, comment j'adresse ce sujet de data platform de manière assez haut niveau, à quoi ça ressemble. Et on voit qu'on a toute une collection aussi d'outils, de services qui continuent d'ailleurs à grandir pour adresser ces sujets-là. On partait ici du modèle de gauche, ce qu'on voit apparaître, en particulier pour des organisations de plus en plus larges et où la donnée continue à grandir, c'est une transition vers un modèle plus distribué, où finalement cet aspect de data platform, c'est plus une brique unique centrale, c'est quelque chose qui va être distribué dans différentes équipes, où là on en a parlé déjà ce matin, mettre en place des approches beaucoup plus centrées produits autour de la donnée. Et finalement c'est et les avantages et les difficultés que ça peut imposer aussi de mettre en place ce type de modèle. Dans les discussions, on va retrouver exactement les mêmes choses que quand on parle de modernisation applicative, passer d'un monolithe à un système distribué en microservices. D'un côté, je vais aller vers un modèle qui est beaucoup plus flexible et je vais rendre mes équipes plus autonomes et plus agiles pour continuer à développer, innover sur un périmètre bien précis. Et après, bien sûr, ça pose des nouvelles questions de gouvernance, d'observabilité, parce qu'ici, je me retrouve avec N systèmes, potentiellement d'ailleurs sur différents environnements, qui peuvent être on-premise, sur le cloud, sur différents clouds. Comment j'uniformise, encore une fois, cette partie gouvernance, sécurité, auditabilité, autour de ça, ça pose pas mal de questions. Et dans une grosse partie, typiquement des innovations qu'on a eues au Cloud Data Summit assez récemment, adressent ces sujets-là, typiquement quand on parle de modèle organisationnel, data mesh par exemple, ce genre de choses. Finalement, il y a quelques aspects techniques, mais une grosse notion organisationnelle. C'est pas tant comment je vais faire scaler ma plateforme, mais plutôt comment je vais faire scaler mon organisation. Oui, effectivement, les deux doivent grossir et s'équiper de manière conjointe. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai repris quelques éléments du Cloud Data Summit. On voit là-dedans, encore une fois, beaucoup de choses qui sont là pour accélérer, faciliter une transition, une migration. Ici, on prend par exemple de HBase vers Bigtable, de Oracle vers PostgreSQL, pour faire une transition aussi open source de ces bases-là. Beaucoup de sujets autour de Vertex AI. J'en ai sélectionné là quelques-uns parce qu'ils sont assez pertinents par rapport aux échanges qu'on a là. Big Lake, dont on va parler juste après, qui touche justement à cette partie uniformisation, multi-cloud, et qui travaille de pair aussi avec et un service qu'on a eu maintenant il y a quelques temps, BigQuery Omni et Dataplex. On a parlé un petit peu de Looker et de cette partie, tu parlais tout à l'heure de Big BI ou Unified BI. Unified BI. Exactement, ouais, quel est le rapprochement globalement de ces différents outils d'accès, d'analyse de données très self-service versus des outils beaucoup plus gouvernés qui sont aujourd'hui rassemblés sous un même pilotage, une même vision produit.
et Spark, qui a fait aussi l'objet de beaucoup d'innovations pour cette partie très, très serverless. Voilà. Petit mot rapidement pour comprendre ce qu'on met vraiment derrière ces termes-là. Et comme on disait, ça va travailler vraiment de pair avec la slide d'après sur BigQuery Omni. Big Lake, c'est globalement comment est-ce que j'unifie la gestion, on va dire, de ma couche de stockage de mes données ici assez analytiques. Donc ça veut dire que aujourd'hui, on a vu que les données sont diverses. Je peux avoir de la donnée non structurée, semi-structurée, sur un stockage objet, sur un bucket S3 chez AWS, ou de manière plus structurée, par exemple dans une table BigQuery. Ces différents objets-là ont chacun une manière d'être traités, administrés, manipulés, dont je gère la sécurité. Globalement, Big Lake, le principe, c'est d'essayer d'unifier, et c'est même globalement de le faire, d'unifier la gestion de toute cette couche de stockage pour traiter de manière uniforme, aussi bien d'un point de vue purement gestion, ces données-là. La donnée, comme je disais, quel que soit son format, Avro, JSON, peu importe là où il se trouve, dans Google Cloud, dans Cloud Storage, dans AWS, dans un bucket S3. On ne se pose plus la question si la donnée est structurée ou la donnée objet. Voilà, globalement, en tout cas pour ce type de données, si je sais que je suis dans un environnement très disparate, je ne me pose plus la question de comment chaque environnement va devoir être opéré. Big Lake, globalement, va uniformiser ça et de la manière dont je vais gérer cette donnée-là et la manière aussi dont je vais la requêter. Donc typiquement, la requêter, je disais, on peut faire du SQL depuis BigQuery, je peux faire du Spark en serverless. Chacun de ces traitements-là peuvent toucher de la donnée qui va se trouver dans BigQuery, dans un bucket S3, dans un bucket Cloud Storage, parce que j'ai unifié grâce à Big Lake, globalement, cette interface entre le stockage de la donnée et son traitement. Donc point assez important. Et comme je disais, qui va assez de pair, BigQuery Omni, qui était déjà présent maintenant depuis un moment, qui permet lui de distribuer la capacité de traitement de BigQuery sur les différents environnements cloud aussi. Et donc depuis, on va dire BigQuery, depuis l'interface ou même depuis on va dire un outil de visualisation externe, comment j'utilise le moteur de BigQuery pour analyser, traiter de la donnée qui se trouverait, par exemple, encore une fois, dans un bucket S3, par exemple. Donc voilà, vraiment cette question d'uniformisation dans un modèle où on sait qu'aujourd'hui, on est ou on tend vers des modes beaucoup plus hybrides, beaucoup plus multi-cloud. Voilà, Big BI, t'en as parlé, mais globalement, Big BI, ce n'est pas un produit en soi, c'est vraiment un terme qui a été mis autour de cette restructuration organisation, autour de cette partie très, très analytics, et qui a vraiment aujourd'hui la vocation à couvrir tout le spectre, soit d'un côté avec Looker, j'ai un mode très gouverné, je définis très clairement qui, comment va manipuler la donnée, et d'un autre côté, un mode beaucoup plus self-service, qui peut s'appuyer sur la couche sémantique de Looker, mais qui peut aussi en direct aller manipuler de la donnée un peu plus brute. Voilà. Et pour finir, Dataplex. Donc ça, c'était une des dernières annonces du Data Cloud Summit. Donc là, on n'est pas tant, encore une fois, sur un service technologie, un nouveau service de stockage ou de traitement de données. On part purement de gouvernance. C'est comment est-ce que je gère tout cet écosystème. On dit j'ai de la donnée dans plein de systèmes, dans potentiellement des clouds différents, traités par des équipes différentes, parce qu'aujourd'hui, je me suis organisé dans cette approche un peu plus produit de la donnée. Une équipe métier qui a besoin d'accéder à de la donnée client, comment je fais j'ai des droits à gérer dans plein de services différents, de différentes manières. C'est complexe à adresser. Dataplex, c'est vraiment ça l'objectif. Je centralise globalement tous ces assets, en tout cas la vision de ces assets data, sous une structure claire, par data domaine, par étape ou zone de données. Et je centralise aussi la gestion, typiquement de cette partie gestion des accès. Donc il permet ça en s'appuyant sur la base de services qui ont déjà été déployés, type BigQuery, Exactement, Storage. Voilà, c'est ça. C'est plus de manière très conceptuelle. Je donne accès à telle équipe, à tel objet métier ou domaine data. Derrière, ça peut se retranscrire entre des données brutes, des données structurées dans différents services. Tout ça, c'est géré de manière uniforme par Dataplex. Ça vient faire écho à l'adoption croissante de l'organisation Data Mesh qu'on commence à rencontrer sur le périmètre France. Voilà, typiquement. En tout cas, ça facilite l'aspect très opérationnel
que demande ce type d'organisation-là, par nature très distribuée et très hétérogène. Très bien. Voilà, donc ça c'était pour donner un peu cette vision globale. En général, quand on regarde data sur Google Cloud, on voit des choses comme ça. Et c'est une grosse vague de services, de techno. Mais typiquement, avec le parcours là qu'on vient de voir, on devrait pouvoir mettre un peu de sens sur toutes ces différentes briques et comprendre qui joue quel rôle là-dedans et comment, en fonction de ma situation, je peux adresser des questions soit purement techniques, des questions de migration, des questions de gestion, de gouvernance, de sécurité, etc. Et comme on le disait tout à l'heure aussi, on n'en est pas tous à cette étape-là, et on n'a pas tous vocation à aller aussi vers ce type de stack technologique assez importante. Effectivement, quand on voit ce schéma, on a un petit peu peur au départ. On se dit, voilà, je ne vais pas maîtriser tous ces services avant de démarrer. Voilà, donc typiquement, on peut pick and choose certains services qui sont faits pour adresser certains types d'équipes, de profils, de compétences. Et donc ici, un modèle très self-service où, à partir de plein de sources de données pertinentes pour beaucoup de métiers, que ce soit, encore une fois, de la donnée Google Sheet, Excel, des fichiers PDF dans des FTP, des services comme Ads, Analytics, Salesforce, des services SaaS qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, des bases de données, Oracle, Teradata. Des outils comme DataPrep permettent de très facilement donner la capacité à des profils, on va dire, initiés mais non techniques, d'aller charger cette donnée quelque part dans le cloud. À la limite, la partie pure plateforme GCP n'est pas si importante que ça. Et de pouvoir continuer derrière à la manipuler, via presque, on va dire, comme avant, mais à scale, via des outils comme Google Sheets, par exemple, ou Data Studio. Écoute, merci beaucoup, Thomas. Maintenant, si on souhaite, avant de finir, évoquer un cas concret d'implémentation, on a un client qu'on a suivi de bout en bout. Il s'agit d'un client retail qui partait d'une infrastructure on-prem avec un certain nombre de cas d'usage déjà déployés, qui avait des enjeux forts, notamment au niveau de l'homogénéisation des données online et offline, qui avait des objectifs aussi d'améliorer le parcours et la connaissance de 360 de ses clients, d'avoir une meilleure réactivité dans le suivi des ventes et l'activation de campagnes médias. Donc essentiellement des problématiques stratégie et marketing. La data est donc clé dans ce contexte-là, et il fallait réussir à moderniser tout ce qui était outils existants, tout en assurant une continuité pour les métiers avec les solutions déjà déployées. Alors concrètement, nous, ce qu'on a fait en 2 mots, ça a été de démarrer un chantier qui a été entamé déjà il y a plus de 2 ans, pour redesigner l'ensemble de la plateforme en version 100% cloud native, avec une phase d'assessment en amont de la migration, donc pour déterminer qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qui va être amélioré et redéveloppé en termes de jobs et de cas d'usage, réaliser les pipelines d'ingestion et de traitement sur la base d'une architecture complètement nouvelle sur les services qu'on a évoqués, donc principalement BigQuery, Dataflow, du PubSub, on n'a pas évoqué, mais aussi PubSub pour tout ce qui va être streaming. Et enfin, travailler à la mise en place de patterns, de templates, sur l'orchestration aussi, pour aboutir au développement d'un nouveau data lake qui est fonctionnel. Et en bout de chaîne, actuellement, on travaille sur la mise en place du volet BI. Donc, on a vraiment suivi tout le processus de l'import de la donnée sur la plateforme à la mise à disposition pour les métiers selon leurs besoins. Et l'ensemble repose majoritairement sur des solutions Google. C'est des services qui ont vocation à être évolutifs, scalables, parce que le volume de données grossit constamment. On est sur un certain nombre de choix d'options managées, c'est-à-dire que c'est un des mots d'ordre de Google d'aller de plus en plus vers le serverless, mais aussi un besoin des organisations de décharger la partie IT d'une partie des tâches récurrentes de maintenance, de gestion qui peut exister sur un cluster on-prem. Donc le mot d'ordre, c'est automatisation à tous les niveaux, simplicité, scalabilité, et on obtient très vite, alors très vite là non parce que c'est un projet de 2 ans, mais dans d'autres contextes un peu plus simples, on pourrait obtenir des résultats similaires, c'est-à-dire un retour sur investissement publicitaire de l'ordre de 4 fois supérieur, un taux de conversion qui a bondi à x3. C'est donc des résultats très concrets pour ces organisations-là, sur la base du choix de Google et des services GCP. Donc, en conclusion, pour concrétiser un cas, qu'il s'agisse de concrétiser un cas d'usage très simple ou d'une transformation complète, avec Google Cloud, on a une couverture complète de services et ça reste une solution relativement simple dans sa mise en œuvre.
Et on a vu énormément d'organisations qui démarraient des chantiers en autonomie, donc avec une expertise très basique sur les services. Mais le plus efficace, ça reste bien sûr d'être accompagné par un partenaire fiable sur la durée. Et donc à ce titre, Google, Devoteam G-Cloud est Authorized Training Partner, c'est-à-dire que c'est un partenaire privilégié de Google, mais aussi la possibilité de délivrer des formations officielles du cursus Google. Donc l'objectif, c'est de créer chez l'organisation aussi le pool de compétences et d'expertise qui permettent à nos clients d'être le plus vite possible autonomes pour lancer de nouveaux sujets, pérenniser tout ce qui va être déployé sur l'infrastructure data. On a des problèmes de certification, de formation avec certification à la clé. Et ça recouvre l'ensemble des compétences, DevOps, Data Engineering, Expertise BI. Et enfin, on aura un dernier rappel que Devoteam G-Cloud, on est un des premiers partenaires européens de Google Cloud sur le périmètre IMIA. Donc, on espère que cette session vous a permis de démystifier un petit peu ce que t'est GCP et parmi les 200 services, lesquels sont les principaux dans vos cas d'usage. Et vous rassurer aussi sur notre capacité à monter des projets rapidement avec GCP. Donc n'hésitez pas à nous contacter. S'il nous reste encore un peu de temps, on peut peut-être profiter pour répondre à quelques questions. Donc, merci beaucoup. On a un peu débordé. Oui. Mais en tout cas, merci Armand. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question sur quel service, une hésitation, quelque chose de mal compris. On peut en parler aussi autour d'un café juste après, si vous le voulez. Et bien sûr, autour d'un café tout à l'heure. Merci à tous.